Eh bien, bonsoir à tous, que vous soyez là en direct ou peut-être pour plus tard pour la rediffusion. Je vois déjà qu'il y a sur YouTube deux personnes, à savoir Kretsch et probablement moi-même. C'est toujours un petit peu le truc. Sur Twitch, il y a aussi deux personnes. Là encore, je pense qu'une des deux, c'est moi. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui se trouve ici. En tout cas, toujours est-il que bienvenue à vous tous qui venez donc me rejoindre pour ce nouvel épisode de réécriture. Donc je rappelle ou je vous apprends le principe du truc. Je suis en train de réécrire le jeu de rôle que j'avais publié il y a maintenant pas loin de 20 ans et sur lequel je travaille depuis 40 ans, grosso modo, qui s'appelait Tigre Volant à l'époque et maintenant qui va s'appeler Erdorine 2300. Et là, le but de ces live streams, d'une certaine façon, c'est déjà de discuter avec vous, de me motiver à réécrire, et du coup, on va faire une réécriture un petit peu ensemble. Et lors des dernières semaines, j'avais travaillé principalement sur le chapitre historique. Et là, je vais attaquer un autre gros morceau qui est le chapitre Carnet de civilisation, qui est un petit peu une description de comment fonctionnent un certain nombre des éléments culturels de l'univers d'Erdorine. Alors, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont vu la chronique que le billet pour être précis, que j'ai publié sur le site de Tigre Volant, donc Tigre Volant Central, qui a encore ce nom-là, même si ça va probablement changer. On a Alicia qui vient de popper qui était déjà là, j'imagine. C'était toi la deuxième personne. Bienvenue à toi. Donc sur Twitch, sur YouTube, toujours que deux personnes, donc je soupçonne. C'est peut-être toi la deuxième personne, en fait, Alicia, en plus de Kretsch. Et puis, le truc, c'est que là, j'avais fait principalement, on a un coucou, donc effectivement, c'était toi aussi, là, 4 personnes, il y a du monde qui est en train d'arriver sur YouTube, c'est bien. Donc résumer des épisodes précédents, travailler sur le truc sur l'historique, et j'étais passé quand même de 20 000 caractères à 10 000, donc il y avait quand même réduit 20 000 mots, je sais plus. Bref, non, c'était 20 000 mots. On passait de 20 000 mots à 10 000 mots, donc réduit le truc de moitié. La Horde Zerg, il y a Victor Dupire qui vient d'arriver. Bonsoir Victor. Et le truc, c'est que le fichier que j'ai maintenant pour l'historique, c'est bien, c'est probablement pas ce que je vais utiliser pour le jeu. Mais par contre, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que... Et Axel qui vient d'arriver. Je me disais bien, s'il y avait Alicia, devait y avoir Axel pas loin, ça paraissait assez logique. Salut petite sœur, bienvenue à toi. Et donc et donc j'en étais où ? Voilà. Le texte que j'ai là maintenant, ça me permet en fait d'avoir une idée de ce que je veux au final. C'est pas ce que j'ai là. Ça sera probablement quelque chose qui sera un peu plus streamliné parce que pour l'instant c'est vraiment du taillage dans le gras. Mais ça m'a permis de me faire une idée, de me faire une image mentale de à quoi va ressembler le chapitre historique et probablement en fait pas mal de chapitres d'Erdorine 2300. Allez, donc il y a Kretsch qui a... J'imagine que Kretsch a dû probablement taper dans la boutique Redbubble, n'est-ce pas ? Merci. Merci Alicia, oui. Il y a une troisième personne qui vient d'arriver sur Twitch. 3 personnes sur Twitch. C'est vraiment 3 fois plus que d'habitude. Donc, petit avertissement, il y a des chances qu'il y ait des sautes d'humeur au niveau du stream. C'est déjà arrivé les dernières fois. Alors le problème, c'est que je suis censé avoir un réseau un peu plus stable, sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Donc je suis toujours sur du Wi-Fi. Et de temps en temps, je soupçonne que la bande passante ne suit pas.
le fait d'avoir le stream en même temps sur Twitch et sur YouTube, ça pose des soucis, et je sais que récemment, il y a eu des problèmes sur YouTube, un peu sur Twitch aussi, mais moins. Donc de temps en temps, si le stream se bloque sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Je garde quand même un œil là-dessus. D'ailleurs, je vais passer sur le tableau de bord YouTube pour être sûr de voir lorsque la connexion prend un coup. Donc, c'était déjà arrivé la semaine passée. Si jamais vous switchez, vous passez sur Twitch et vous allez, ça ira probablement mieux. Donc, je vais mettre sur toc. Normalement, c'est dans la description du stream. Mais donc, si jamais vous avez besoin que de passer sur Twitch, c'est là. Avec une scar. Avec une cicatrice, je pense que tu veux dire. Voilà. Alors pendant ce temps, pendant que ça papote dans les sur les c'est bien, hein, vous dérangez pas. Pour moi, c'est pas un problème. Je vais pouf pouf. Je pense pas que c'est une référence au roi lion. Non, il y a des Oui. Alors ça, faites pas trop attention aux tags de fan numéro machin. C'est YouTube qui fait son truc de son côté. Je suis pas 100% certain sur quels critères ça fonctionne. C'est complet. Oui, non, je suis encore là. Désolé, hein, je veux dire. Si vous voulez, je vous laisse. Hein, je vais me siroter mon petit whisky coréen dans mon coin, et puis voilà. Voilà, plop. On va passer. Hop, moi de mon côté, je vais passer sur Word. J'ai toujours un œil sur on dirait le nombre de messages. Oui, ça probablement ça. Oui, je pense que c'est au nombre de messages envoyés. Là, j'en serais pas complètement étonné. Boum. Alors, oui. Non, d'accord. Là, il a fini par comprendre que non, toujours pas. Bon, faites pas trop attention au biglet souligné en rouge. C'est juste que Word a décidé que mon texte était en anglais. Et quand je l'ai repassé en français, il a toujours décidé que c'était de l'anglais. Donc, de temps en temps, ça... oui, curieusement, il trouve que 1000, c'est pas un nom très anglais. Enfin, bref. What else. Oui, je me suis aperçu aussi, d'ailleurs, que... chose amusante, quasiment tous les textes étaient dans un format Word très ancien. C'était pas du docx, c'était du .doc. Donc il a fallu reconvertir ça. Il a fallu que je retravaille un petit peu les feuilles de style qui faisaient un chouïa n'importe quoi. Mais voilà, donc le fameux carnet de civilisation qui va peut-être tout. Et alors bon, l'intro en univers n'est pas seulement des dates historiques, des listes de peuples exotiques et des condensés sur les différentes nations qui les composent, il y a une foule de diverses petites choses dont j'ai envie de vous parler, et je ne sais pas où mettre les détails de vie quotidienne, l'environnement social, détails et anecdotes de ces carnets. Alors je ne sais pas où le mettre, bon, je sais très bien où le mettre puisqu'il est dans le chapitre. Ouais, ensuite pour les forces, c'est juste que quand tu peux ouvrir du .doc avec les Word récents, hein, c'est juste que de temps en temps ça fait des choses un petit peu. La musique de fond est trop forte encore, mais c'est tous les jours. Alors, je vais refaire un filtre là-dessus. Le gain, alors je peux pas la mettre moins fort que ça. Comment est-ce que je peux faire avec le machin moyen en baissant comme ça, en rajoutant encore un 10 décibels. Soit je baisse la musique, soit je parle plus fort. Alors oui, c'est peut-être aussi un truc que je parle pas très très fort. Je suis pas très près du micro aussi. Donc là je viens de baisser la musique. Là encore on va regarder les filtres. J'ai un gain à 15 dB, ça suffit pas. Oh là là. Hop, on va monter à 20 dB. Boum. Alors pourtant généralement j'ai le module Genevoix enclenché. Oui, je viens de monter le son du micro. J'espère que c'est un petit peu mieux comme ça. Le truc c'est que ce micro, il est sur un préampli et le préampli, il est déjà à donf. Est-ce que j'ai envisagé un truc comme Notion Obsidian pour avoir un côté plus organique avec des liens anténotes faits par bloc dans Word. Alors
Obsidian, j'en ai entendu parler et ça m'a fait peur en fait. C'est pas un truc qui me paraît. Organiser mes notes, c'est pas quelque chose qui me paraît normal. Alors je sais qu'il y a une chier de trucs qui existent qui permettent d'organiser les notes, même sur Apple Notes, qui est généralement l'outil que j'utilise pour faire des brouillons. Il y a des systèmes qui existent qui permettent de faire de faire des choses plus organisées, plus organiques, avec des liens, des choses et des machins. Je ne crois pas simplement avoir la discipline pour faire ce genre de truc. Je pense qu'on va, c'est en partie ce problème. Le problème, il est là. C'est que c'est pas quelque chose qui me parle. Déjà, j'en sens pas vraiment le besoin, très honnêtement. Et puis, bah, c'est pas non plus une approche. Alors des fois ça me tiraille un petit peu parce que je me dis ouais peut-être que ça me permet d'être plus productif machin, non mais en fait ce qui me permettrait d'être plus productif c'est déjà simplement d'écrire plus souvent, hein. Je veux dire on va pas rêver là-dessus quoi. Alors je vais juste monter un truc, non c'est dans l'autre sens évidemment, tac tac tac, on va monter un petit peu la caméra, voilà. Ouais, c'est un peu ça, Axel. Effectivement, je fourre mes notes dans ma tête. Alors non, je fourre quand même mes notes dans des bouts de texte. Et je vomis du texte à tout blinde. Alors ça, c'est pas faux. Effectivement. Après, c'est vrai que c'est un petit peu vomi est une assez bonne. Parce que généralement, le résultat final est pas très joli. Donc, il faut faire le tri après. Voilà. C'est effectivement un assez bon résumé, pas complètement, mais voilà. Non, on fonctionne pareil. C'est vrai, on fonctionne pas assez de façon assez proche. Hein. Je pense que pour ce qui est de vomir du texte au kilomètre, t'es quand même probablement plus doué que moi pour certains trucs. Alors, donc on commence par la sphère, terme-sphère qui désigne l'espace connu, créé à l'époque de la création du Kepmes, plus précisément en 1390, qui ne rajeunit personne. Non, alors non, parce que c'est pas quelque chose qui a vraiment été créé de façon... alors, fut créé à l'époque autour de l'époque plutôt, l'époque de la création du Kepmes. Tout le reste on s'en fout. Paf. Centrée sur Fantir, elle fait près de 250 années-lumière de rayon, on l'appelle ainsi parce que ce n'est pas une perpétuelle, on va tout de même pas l'appeler la patatoïdale. Par comparaison, sachez que la Voie lactée, galaxie à nous, fait plus de 880 000 années-lumière de diamètre. Bon, je vérifie si les chiffres sont corrects. Sur plus de 800 années-lumière d'épaisseur en son centre, les bords sont moins larges et la sphère est plus près des bords que du centre. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, vu que le centre est un gigantesque trou noir. Mais sans sens, ouais, bon, ok, peut-être que je le garderai, peut-être pas. En fait, comme elle se trouve en partie sur un bras galactique, elle a plutôt une forme de larme. Là encore, le nom n'a pas été retenu pour de sordides questions de marketing. Plus mince pour la partie qui se trouve dans le bras, voici se trouve la Terre, plus large pour celle qui est plus proche du centre. Tout ce chapitre, tu peux tellement synthétiser, beaucoup trop d'infos, d'intérêt variable. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a des manières de synthétiser. Je pense quand même que c'est raisonnablement important. Mais effectivement, il y a des... Tac, tac, tac. Alors, déjà, je pense que, hop, on va... Ah, zut, qu'est-ce que tu me fais, toi? Marre d'être malade. Ah, si j'étais médisant, je dirais que depuis le temps, tu devrais avoir l'habitude. Ouais, ça, hop, effectivement, si on vire ça comme ça, il existe en son sein, alors, pouf pouf, ça on va mettre à la fin, hop. Il existe en son sein quelques 10 000 systèmes solaires, voilà, on n'a pas besoin d'en mettre à vue de nez, c'est déjà, il y a un quelque, donc là. En ayant 500 entre eux, sont dotés de planètes Terre, forment un...
Voilà, hop, on va déjà faire un petit peu de tri là-dedans. Alors, au-delà, là, c'est peut-être effectivement des trucs qui peuvent rester dans l'essai plus compliqués que ça, à voir. Alors, on estime que la sphère faisait à l'apogée de la reine tour. Ça, on s'en fout en fait. Hop. On va faire ça comme ça. Il existe donc une tapée de monde isolée à redécouvrir. Hop, hop. Oh. Ça, c'est... Poup, poup, poup. Hop. Hop, de sphère, on peut... Ah. Légende font mention de pompe extérieure. Hop. Voilà, bon. Je pense que ça fait un truc à peu près correct. On va le mettre avec ce style-là en attendant. Voilà, pouf pouf, donc ça nous permet de résumer quand même pas mal de trucs, de garder des éléments qui sont intéressants. Voilà. Transport, à moins d'aimer les huis clos, privilégier la pratique du corps astral, la question du déplacement du point A au point B se pose immanquablement. Évidemment, la majorité des gens étant envie de papates, défaut de mécanisme comparable, il y a toujours la marge comme valeur par défaut, mais c'est quand même très limité. Il existe donc pour se déplacer une vaste du moyen de transport de la trottinette au cargo spatial, le ballon sonde. Alors, je suis pas certain que le ballon sonde soit vraiment un moyen de transport. Je crois que c'est pas vraiment prévu pour avoir des gens dedans. Mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ok, la possibilité de se balader dans l'espace n'est pas à la portée du premier, ça coûte cher. Hop. Ça coûte cher. Le transport spatial est réellement rentable, avec de gros carrés. Il y en a qui a essayé le voyage en ballon sonde, c'est vrai. Il y avait même l'histoire d'un gars qui avait attaché des
Il aurait récupéré des ballons météo, des trucs comme ça dans un surplus. Il avait attaché sa chaise longue à ça. On a Bastia Lopez qui vient d'arriver. Salut à toi. Et il avait quelque peu sous-estimé la capacité d'emport de ces machins, ce qui fait que les ballons sondes l'ont, au lieu qu'ils flottent gentiment à quelques mètres au-dessus du sol, au-dessus de son jardin avec une bière à la main, eh ben il s'est retrouvé à plusieurs dizaines de mètres embarqué dans par les courants ascendants et les vents dominants. Il s'est retrouvé dans l'espace aérien de l'aéroport de Los Angeles. Il y a eu des explications un peu compliquées à donner, mais alors après je suis pas 100% sûr que ce truc ne soit pas une légende urbaine. Il me semble, j'en ai entendu parler maintes fois et je crois avoir vu passer un jour un truc qui disait ça achetait un froid. Oui, surtout que le gars commençait sérieusement à se les geler. Bon, alors les bières étaient fraîches, ça c'est la bonne nouvelle, mais enfin... Alors il était pas complètement débile, il avait quand même pensé à prendre un fusil à air comprimé pour dégommer les ballons s'ils montaient trop haut, mais il a juste pas eu le temps en fait. Et il est arrivé à un moment donné où il avait peur d'utiliser le truc et que ça provoque une descente incontrôlée à 9,80 mètres secondes au carré. Oui, il y a Darwin Award. Alors, là encore, les Darwin Awards, il faut vraiment se méfier parce que je sais plus combien il y en a qui sont des légendes urbaines et que si tu grattes un petit peu, tu t'aperçois qu'il y a aucun ce genre de truc qui pourtant devrait faire la une des journaux. Bah, t'en trouves pas de traces. Donc, il y a eu tout un tas de Darwin Awards qui ont a posteriori sont révélés des légendes urbaines. Faut toujours se méfier un petit peu de ça. Après, c'est pas non plus turbo important que c'est vrai ou pas, mais enfin faut pas trop y accorder énormément d'importance non plus. Alors transporter réellement derrière des gros cargos de musée quand des descentes de marchandises sur des longues distances. Oui, mais c'est... Oui, c'est là encore, hein, je veux dire, il y a beaucoup de légendes urbaines, mais ça signifie qu'il y en a quand même un certain nombre de cas qui sont avérés, prouvés et tout. Alors, une activité annexe, transport césaire des gros cargos. Alors les gros cargos démesurés, c'est un petit peu selon l'histoire. Et qui est pop dans quelque sorte d'activité. Transport spatial à petite échelle soit pas rentable, juste qu'il l'est moins. Il permet de vivre, pas de s'enrichir. Transport de passagers est assez comparable à ce qu'étaient les voyages transatlantiques à la fin du 9e siècle terrien, avec des vitesses de 1 à 2 lumières par jour. En clair, plus proche de la croisière que de la balade en bus. Les prix sont en conséquence de l'ordre de 100 $ par lumière. Ça, je pense que les prix... Ouais, je sais pas si je vais les laisser. Quoique je sais pas, ça permet de... Ouais, je sais pas. Alors, je vais dire ça comme ça, sont telles que le commun des mortels ne part pas en week-end sur Frontier, ce sera un long week-end, oui, effectivement, déjà, Frontier à la Terre, c'est quoi, 25 années-lumière, donc si t'es dans un cargo rapide, 2 années-lumière par jour, donc t'es à 2 semaines, donc pour tes 2 semaines ton week-end à Frontier, tu fais un mois de voyage, en fait. Un joueur voudra savoir, donc c'est pas inutile et ça peut rester une note. Alors oui, mais ça, je pense que c'est pas un truc qui doit aller dans le carnet de civilisation. C'est quelque chose qui doit aller plus dans les questions de coût de la vie. Mais oui. On s'est mis une demi-douzaine de voyages extraplanétaires, voire une croisière autour de la sphère, voire une il sur les colonies. Mais ça, c'est encore autre chose, je vais pas le garder. Au vol régulier s'opposent les charters, on s'en fout. Là, les charters, honnêtement, c'est tellement... Voilà, c'est pas d'arriver vite, mais d'arriver tout court, faut toujours tenter 2 moyens niveaux de passage sur un vaisseau marchand, ce qu'on appelle un plan brontosaure. 2 méthodes, se faire engager dans l'équipage ou voyager en soute. La deuxième option est interdite par les régulations du Kepnes, ça implique que le vaisseau n'a pas les équipements légaux pour le transport de passagers. Et potentiellement dangereuse, faut espérer que le gentil Caperian ne nous la repart dans le vide une fois l'argent empoché, ne vous dénonce pas à la police à l'arrivée, ou ne vende pas des pirates en cours de route.
Vous verrez ça. Un certain nombre de vaisseaux spatiaux, un grand nombre de vaisseaux spatiaux. Les vaisseaux ne possèdent pas de moteurs hyperspatiaux, dans le jargon on les appelle caboteurs, ils servent principalement au trajet intérieur du système solaire. Souvent largement exploités et trafic interplanétaire. Hop. Intéressant à savoir aussi que les starports planétaires sont en fait assez rares. Ah, le plus souvent, les planètes disposent d'un ou de plusieurs starports orbitaux, voire même d'un terminal géant en périphérie du système, par exemple le cas de 13 Stars pour la Terre ou d'Aluminium République Eldarin. Les vaisseaux qui se posent sur la planète sont des navettes de faible tonnage quand il n'existe pas d'ascenseur spatial. C'est quand même les rares, les ascenseurs spatiaux, donc on va... Alors, hop. Quelques rares mondes ont même un ascenseur spatial, on va en raison singulier. On va mettre un ascenseur spatial, une immense structure, une structure éventuellement la planète. Un starport orbital, il reste pour ça reste cependant rare, car très coûteux, très fragile. La première guerre stellaire, on a détruit une certaine quantité, on a détruit quelques-uns. Voilà. Boum. Voilà, hop là. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, pas que Axel, j'entends. Alors, touc. Quoi? Je vois que tu suis bien, Je suis calme. Oui, justement. Alors, le truc, c'est que les autres sont encore plus calmes, ce qui m'inquiète un peu. Vous êtes sûr que vous êtes encore en vie? Est-ce que vous m'entendez dans le fond? C'est difficile à se positionner sans avoir joué à ton jeu. Non, pas forcément. Alors là, moi, je serais assez... Genre, les questions de néophytes, c'est pas forcément totalement idiot, parce que t'as quand même une certaine culture SF, la plupart d'entre nous en ont quand même une, donc il y a peut-être des trucs que moi j'ai pas forcément percutés, et puis qui peuvent être intéressants à discuter. T'as à faire jouer à live en distance. Alors ouais, alors... Juste un truc, j'ai déjà essayé de faire du JDR en distanciel, j'y arrive pas. Je sais pas un truc. Alors après, une des rares tentatives que j'avais faites, c'était avec un système de table virtuelle qui fonctionnait pas ou mal et qui était pas du tout adapté. C'était sur Freaksquill et c'était juste un cauchemar à faire fonctionner. Donc j'ai un petit peu abandonné l'idée. Et puis en fait, pendant le Covid, j'ai absolument rien fait de ce point de vue-là. Donc je suis réticent par manque d'habitude. Maintenant, c'est peut-être aussi un truc comme avec les live streams, ça serait peut-être pas forcément totalement idiot de se dire tiens, on va quand même tester les trucs. Alors oui, faire un jeu de rôle en distanciel sur Ardorin 2300. Faut que j'y pense. C'est un petit peu comme d'habitude. C'est on me donne une idée, je dis non de base parce que je dis non. Et puis ensuite j'y réfléchis, puis je me dis c'est peut-être pas totalement con. Là déjà ça allait vachement vite parce que vous avez vu en 3 minutes c'est bon. Ça j'ai fait le cheminement mental. Je veux dire avec l'âge j'arrive quand même à m'améliorer là-dessus. Mais à la base c'est pas un truc qui me parle énormément. Mais ça devrait peut-être que faudrait aussi que c'est un petit peu comme les live streams. C'est un petit peu comme Radio Ardorin d'ailleurs au début Radio Ardorin c'était ça. J'ai un pote qui m'a dit tiens tes chroniques musicales si t'en faisais des vidéos, et puis j'ai dit non je veux pas.
Puis en y réfléchissant, je me suis dit, il y a peut-être quand même un truc à faire. Le live stream, c'était un petit peu, en fait, là, c'était un petit peu différent parce que je me suis retrouvé à devoir en faire pour le boulot. Et chaque fois, j'étais ultra stressé par le côté technique. Bon, en plus, c'était pas des choses simples. C'était genre des choses qui se déroulaient dans une chapelle. Il fallait avoir le son qui se prenait dans les micros, dans le sound system. Et puis, ça a été un merdier sans nom. Au final, c'était catastrophique. Personne n'entendait rien. Et je me suis dit, il faut que je fasse plus souvent du live stream pour avoir plus l'habitude de le faire et moins stressé. Et en me disant que si je stressais moins, les problèmes techniques, j'allais probablement pouvoir les résoudre plus facilement. Ça a raisonnablement bien marché, sauf que j'ai perdu cette partie de mon boulot, donc voilà. Mais du coup, vous en profitez. T'es pas familier avec l'univers, Cretch? Je sais, alors c'est pas... Là encore... c'est peut-être que tu vas voir des trucs où tu vas te dire mais attends, dans telle série, dans tel bouquin, il y a des choses un peu différentes, ça c'est quoi la raison là derrière, et c'est là où ça peut devenir intéressant. C'est peut-être des trucs auxquels les ascenseurs spatiaux. Alors Esdern qui vient d'arriver, quelqu'un de nouveau. Bonjour Esdern, bienvenue à toi. Alors, est-ce que tu avais déjà posé avant et j'avais pas vu? Non, à première vue, c'est la première fois que je te vois poser. Vas-y, écoute, alors, les ascenseurs spatiaux, non, c'est pas un truc humain à la base. Sur Terre, il y en a un, il est à Singapour, mais c'est plutôt un truc qui a été inventé par les peuples stellaires. D'ailleurs, première guerre, quand on parle de la première guerre stellaire, c'est un truc qui s'est déroulé entre 6000 et 3000 ans avant notre ère. Donc voilà, c'est une technologie. C'est pas une technologie si ancienne. Moi, c'est bizarre, ton truc me fait vachement penser à Tigre Volant. Oui. Ah là là, ouais, non, maintenant que tu en penses, c'est une de mes grandes inspirations quand même, hein. Faut que je l'avoue. Écoute, bienvenue à toi quand même, hein. Donc, Edemore, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon binôme sur Freaksquill. Il a aussi écrit une grande partie des mécaniques de jeu de la nouvelle version Elden 2300. Et c'est quelqu'un de quelque peu taquin. C'est la première fois sur le live, j'ai vu le post sur le site que cette semaine. Écoute, c'est cool. Tu connais Tigre Volant déjà depuis longtemps ou c'est juste quelque chose que tu découvres? T'as acheté le livre de base vers 2011, waouh. Cool. Écoute, content de voir des joueurs que je ne connais pas personnellement, parce que dans le stream il y a une blinde de gens que je connais personnellement quand même. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes là. Alors, juste pour préciser, les ascenseurs orbitaux, c'est quelque chose c'est une technologie donc qui a été principalement développée par les peuples stellaires et les Terriens ont vu ça, ils ont dit c'est une bonne idée. Alors ils ont probablement pompé des trucs, mais ils ont aussi fait pas mal de choses à leur sauce. Donc on va dire les principes sont les mêmes, l'implémentation sera probablement différente entre les Terriens et les Eldar ou les Atlani. Et probablement les Eldar ou les Atlani vont regarder le truc d'ingénierie des machins terriens, ils vont se dire je monte pas là-dedans. Et bon, ça, voilà. Les Terriens vont me dire ça pète tous les 300 ans, c'est pas grave. Tuk-tuk, pour croire que la technologie de l'antigravité qu'avec la technologie de l'antigravité je continuais sur mon écriture, hein. C'est quoi cette merde? Oui aussi, oui. Là encore, on est dans le cliché les humains sont les orques de l'espace, en fait. Il y avait tout un post qui avait été fait, je sais plus, je crois que c'était probablement sur Tumblr, quelqu'un qui expliquait comment les Vulcains dans Star Trek voyaient la technologie des Terriens et
l'université, enfin l'académie des sciences de Vulcain pétait un câble chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait, parce que les terriens faisaient des trucs complètement barrés de la tête, et puis finalement ça marche et tu sais pas pourquoi. Et justement ensuite tu passes 2 siècles à essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas explosé à la gueule de tout le monde. Et des fois la réponse c'est pas par pur bol, c'est là où ça devient assez fou. Et les terriens, c'est un petit peu la même chose. Hein. Pour les peuples stellaires, c'est un petit peu du genre, mais pourquoi ça n'a pas encore explosé qui d'ailleurs est une remarque qu'ils font souvent pour la Terre en elle-même. Alors la réponse, c'est que ça a déjà explosé 4 fois, en fait. Donc revenons dans les airs. On pourrait croire que les terriens se rendent compte que les ascenseurs habitaux n'ont pas besoin d'être fixés à quoi que ce soit. Oui, sauf qu'en fait là, il les fixe quand même à des trucs, puisque le seul ascenseur orbital réel qui existe, c'est celui de Singapour, et il est fixé à Singapour d'un côté. Genre Philémon et le château suspendu. Alors ça, c'est une référence que je n'ai pas, parce que j'ai jamais supporté la BD. C'est Fred, c'est de Fred, ouais. On a Cousin d'Alesque qui vient d'arriver. Salut à toi. Alors, on pourrait croire qu'avec la technologie antigravité, avions, hélicoptères et autres engins volants ont été relégués au grand temps d'Antiquité. Il n'en est rien, et ce pour plusieurs raisons techniques. D'abord, le moteur antigrave est une technologie très gourmande en énergie. Et par conséquent, à faible autonomie. De plus, elle est très coûteuse et son incompatibilité avec les autres dispositifs basés sur les champs de Tségorine pose des questions de fiabilité. Ok. Alors, on va simplifier un petit peu ça. Voilà. Cousin d'Alesque nous a rejoint sur Twitch. Yaï. Alors, à cela s'ajoute une méfiance des autorités de quelqu'un civilisé envers des véhicules qui peuvent à un instant à l'autre s'échapper dans la 3e dimension. Les engins volants en général et antigravité en partant des ascenseurs on devrait avoir une source d'énergie qui dépasse celle d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Là, on est sur des moteurs à fusion, sur des centrales à fusion minimum, voire antimatière. Donc oui. Ça pourrait aller aussi plus compliqué que ça, parce que pour l'instant, je vois pas que c'est plus compliqué que ça. Boum. Tac, on va mettre comme ça. Là. T'es pénible, toi. Voilà. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Donc, voilà. Alors, l'avion reste donc un moyen de transport. C'est une question de stockage. De stockage de quoi? D'énergie? Non, si tu utilises immédiatement, ou si t'es dans une grille de distribution d'énergie, typiquement, t'as des réacteurs à fusion à Singapour, quand ils alimentent pas l'ascenseur orbital, ils vont alimenter le reste de l'infrastructure de la ville. Alors, à moins que tu parlais des trucs antigraves, ça c'est aussi une autre question. Alors, l'avion reste un moyen de transport. Équiper le moteur électrique à haute capacité. Ça, on s'en fout. Hop. Les jets sont encore utilisés seulement sous la vitesse primordiale. Hop.
il existe également des véhicules transorbitaux, par exemple. Également, oui, bien sûr. Également. Tu as besoin d'une sacrée capacité de tampon, sinon tu te fais facile, oui. Oui, bah, si tu veux, je pense que c'est généralement tout un système. Alors, par exemple, sur une planète, alors, comme la Terre, qui est quand même hyper connectée, y compris de façon internationale, tu vas avoir des grilles intelligentes, tu vas avoir tout un système de distribution de réseaux d'électricité interconnectés qui vont faire en sorte que, bah, s'il y a du surplus, alors effectivement, il peut y avoir la question, et c'est pour ton réacteur à fusion, oui, il y a une poignée. Alors, il existe des réacteurs à fusion de plus petite taille, qui vont équiper même des véhicules, on pourra peut-être dire des véhicules de la taille d'un camion. C'est les véhicules, notamment les véhicules avec des moteurs nucléaires, on appelle ça en général des Tchernobyl dans l'univers de Tigre Volant. Qu'est-ce que tu viens de me faire, toi? Tu viens de passer en mode nuit, d'accord, ok, et de m'ouvrir comment ça s'appelle? De m'ouvrir ah oui, comme en Espagne récemment. Ouais, bien sûr. Bah, faudrait peut-être pas qu'on fasse, c'est un petit peu, c'est pour ça qu'on appelle ça de la science-fiction. Alors, des pilotes de capacité, genre pile à fusion, ce genre de truc, je veux dire. Après, c'est le genre de truc dans lequel on n'est pas non plus à l'abri de placer du technobabble avec des inventions purement science-fictionnesques. Je veux dire, Erdorin, ce n'est pas de la hard science, soyons clairs. Mais si tu veux, le truc, c'est que oui, si tu rentres c'est plus compliqué que ça, tu peux rentrer effectivement. Alors, c'est peut-être un truc que je vais rajouter à un moment donné, parce que c'était un concept qui avait popé. Je pense que c'est aussi encore un concept de l'idée de Thias, c'est que la technologie, en fait, c'est beaucoup plus rigolo quand ça tombe en panne. Et de décrire les raisons pour lesquelles les technologies, surtout les super technologies peuvent déconner, c'est probablement plus rigolo que les technologies à la base. Détail intéressant, mais pas crucial. Oui, voilà, c'est... Alors... L'hélicoptère est une invention typiquement terrienne que les Eldar, notamment, considèrent un peu du même œil que le vélo, à savoir avec crainte et suspicion, mis à part le passage peut évoluer... Ouais, alors ça, on s'en fout. Voilà, honnêtement, toute cette partie-là, ça ne sert à rien. Boum, dehors. La en général sont souvent l'objet de la... Le concept de route, sans être un concept typiquement terrien, n'a jamais eu ailleurs dans la sphère un impact physique aussi fort que sur Terre, ceci étant un euphémisme pour dire massacrer le paysage. Ouais, c'est de la technologie à base de l'Optainum, oui, complètement. C'est exactement ça. Je veux dire, déjà, les champs de Tségorine, c'est un très bel Unobtainium dans l'univers de Tigre Volant. Si tu rajoutes Tachyonic aussi, tu es maintenant obligé de revenir avec un concept de plan Fréchouge avec une histoire de batterie électrique du futur. Bah oui. Mais en même temps, voilà, le plan Fréchouge est un petit peu dans l'ADN de base du jeu de rôle.
Je voyais passer récemment un commentaire de Padre Pio, si vous connaissez anciennement sur Twitter, maintenant sur Blue Sky, qui est donc un gars qui fait pas mal de vulgarisation historique. Il a notamment collaboré avec Nota Bene sur l'écriture de certains scripts, et il est aussi rôliste. Et il disait que dans la partie dans une récente partie de jeu de rôle, il disait que les gars avaient inventé le concept de c'était quoi, d'infiltration en force, voilà. En rajoutant plus tard qu'il avait le droit à une équipe de ninja berserk. C'est un concept. Ce à quoi j'avais fait remarquer que je pense que les rôlistes ont développé ce concept depuis à peu près 1975, grosso modo. Pas exactement nouveau. Alors, la Vinette, des grosses autoroutes intercontinentales. Alors, on y a vu naître. Ah, et voilà, ça qu'on voit. Tac. Les entoureux. L'horizon de Tsegorin se base notamment dans le facteur fondamental, le volume sonore qu'un arbre qui tombe dans une forêt, il n'y a personne pour l'entendre. Exactement. Voilà, tu as tout à fait compris. Ouais, c'est bien, honnêtement, je prends l'explication. Ou le son que fait une main qui applaudit. Poup. Transpolaire, et ça, le reste, on s'en fiche. Poum, voilà. Alors, ça... Alors, ça peut aller dans du si plus compliqué que ça... Mais ça, on va passer en 4. Ah, mais tu m'énerves. Voilà, tu vas le mettre en retrait, et puis voilà. La grande majorité des véhicules utilisent des moteurs électriques, le plus souvent sont des... C'est un véhicule. Une prise de générateur à fusion. Ben non, voilà, on y revient. Les générateurs à fusion, puissance sortie de beaucoup plus grande autonomie. Qu'est-ce que tu me fais là? Oh là. Alors, 500 à 1000 km fait quand même un sacré gap pour un type de batterie. Bah, c'est pas un type de batterie, c'est que tu vas avoir les petites citadines qui vont avoir plutôt 300, 400, 500 km d'autonomie, et puis tu vas avoir les berlines qui sont censées justement faire de la route, qui vont avoir des beaucoup plus gros trucs. Alors, le volet science, c'est un truc que j'adore en Elden Ring, mais c'est un volet qui a une valeur moindre que dans d'autres jeux de ce type. Oui, complètement.
Voilà, c'est l'idée, c'est vraiment de dire ok, voilà les technologies qui existent. Oui, selon le volume de la batterie, puis se vend aussi le type de véhicule. Hein, je veux dire, techniquement, t'as pas la même autonomie sur une Smart que sur une Mercedes, sur une berline Mercedes. C'est un peu des réponses à la racine carrée de moins, tout ça. Oui, il y a de ça, il y a de ça. Alors, boum. Quelques rares nostalgiques ou excentriques utilisent encore des moteurs à combustion interne, fonctionnels linéaires ou biodiesel, sont plus performants mais plus chers et plus difficiles à entretenir. Oui, ça, je crois que ça peut rester. Alors, sur Terre, la plupart des véhicules ont encore des roues, c'est quelque chose de culturel, mais c'est surtout passablement moins cher que des alternatives à effet de sol ou antigravité. Par contre, dans le reste de la sphère, c'est l'antigravité qui domine, en tout cas dans sa version basse altitude, qui fait flotter le véhicule à 100 S, quelques dizaines de centimètres au-dessus du sol. Ce qui fait que les routes goudronnées sont somme toute une notion quasi exclusivement terrienne. Oui, ça c'est, voilà, ça... Ça c'est un truc, je pense, qui va... J'y réfléchissais dans le cadre d'autres trucs. C'est un truc qui doit être assez perturbant pour des gens qui visitent typiquement une planète Atalène ou Erdarine, c'est que il n'y a pas vraiment de raison de paver des trucs en dehors de secteurs urbains, en fait. Et c'était aussi un autre truc que j'avais lu. Je sais plus qui c'est qui en parlait, qui disait que en fait il y avait une théorie, le paradoxe de Fermi, pas de signal extraterrestre, machin. Mais en fait, si une technologie extraterrestre est suffisamment avancée, en fait, elle va pas émettre beaucoup d'ondes électromagnétiques et de trucs comme ça, parce qu'elle va réduire ça à un minimum. Les villes éclairées la nuit qu'on voit depuis l'orbite, c'est pas forcément un truc. Le pavage, c'est pas que pour faire joli, parce que faut quand même voir que typiquement là, il y a beaucoup de gens qui passent. Si t'es dans un climat chouïa humide, et typiquement les capitales planétaires dans les planètes Eldarine et Atalène sont à l'équateur, donc tu vas avoir des gros orages, des trompes d'eau, des moussons, des choses comme ça. Si tu n'as pas un truc pour un petit peu solidifier ta route, tu vas te retrouver avec des marigots partout. Donc avoir une certaine forme de pavage, ou en tout cas d'un truc pour stabiliser les chemins les plus passants, oui. Par contre, en dehors des villes, en dehors des agglomérations, tu vas sans doute à rien avoir. Alors, boum, paf. Alors, on se fait un rail. Quand on parle de train, on a tendance à voir plus de monde au Congo dans quelle merde ils sont sans pouvoir entretenir leur route dans un pays immense. Oui, alors le Congo, je peux pas dire, mais j'ai déjà vu ça dans d'autres pays. Hein. Je suis allé en Éthiopie. On est resté quand même dans des régions raisonnablement urbanisées. Dans les notes de SF de la Nord-Essence, j'ai retrouvé les notes pour passage. Il y a une constante. Tu l'as déclaré au début, j'espère. Toute source d'énergie devient un motif de querelle corporate. Alors, oui, non. Dans l'univers d'Erdorine, ça va pas être le cas, parce qu'il y a quand même un grand nombre de systèmes d'énergie qui, en tout cas peut-être chez les terriens, ça c'est peut-être un truc chez les terriens, mais typiquement dans les peuples stellaires, c'est souvent des choses qui sont très décentralisées, c'est des technologies qui sont connues, maîtrisées depuis des millénaires, et puis des trucs du genre l'éolien ou le solaire ou l'hydroélectrique, ou alors effectivement pour les grosses infrastructures, ça va être des systèmes à fusion ou antimatière. Puis bon, les querelles corporate dans le cadre des Eldar, alors c'est pas que ça n'existe pas, c'est que ça va prendre d'autres formes. Ça va prendre peut-être la forme de monopole clanique. Ça, on n'a pas encore trop discuté là-dessus. C'est que assez typiquement tout le système Eldarine, c'est des trucs dans passage, des griffons sont des boules interdimensionnelles, mais qu'on ne peut pas les mettre partout. Il y a gros auto la mentalité coloniale. Alors je sais pas ce que c'est que les griffes. Ouais, ok, d'accord.
Je me souviens plus ce que sont les griffons dans Passage. Passage, c'est un projet de jeu de Mathias, hein, pour ceux qui ne remettent pas le machin. Parce que là, on est dans l'ultra private joke. Hein. Il y a 4 personnes autour dans le stream qui comprennent. Alors, quand on parle de train, on a tendance à voir l'image pittoresque typique du pittoresque tortillard, arpentant ses 2 bouts de métal posés sur bois. Généralement en terrain montagnard, marmotte et Edelweiss en option. Le vérité que ce genre de relique de l'âge préatomique n'est plus qu'une attraction touristique. C'est-à-dire que le trafic ferroviaire a disparu, nombre de planètes de la sphère ont un réseau plus ou moins dense, principalement pour le transport de marchandises, voire à plus petite échelle pour le transit des populations urbaines. Les trains du 24e siècle sont presque tous à lévitation magnétique et le plus souvent enterrés dans les tunnels sous vide d'air partiel. Ils sont capables d'atteindre des vitesses de 600 km/h en effet, mais plus de 400 km/h en moyenne. Oui, ok, d'accord. Ouais. Alors. L'image du pittoresque tortillard, pourtant c'est le bout de métal. Relique de l'âge préatomique, hein. Touristique. Nombre de planètes de la sphère. Oh, un peu moins dense. Alors, Erdorine est quasi post-scarcité, post-rareté, oui, pour pas mal de trucs, effectivement. En tout cas, typiquement les pubs stellaires complètement. Pour les terriens, ça dépend un petit peu des cultures, des différentes nations. Par exemple, aux États-Unis, pas du tout. En Europe, partiellement. Fédération des Hautes-Terres, peut-être plus. Un genre de relique de là, hop. Ferroviaire, point. Pas mal. Scarcity, je sais plus. Rareté. Post-rareté, si c'est le terme que tu cherchais. Alors. Surtout pas cicatrice. En marrant, on en parlait récemment pour d'autres raisons. Tac. Remarque, je pense qu'il y a un certain nombre de stellaires qui vont probablement appeler Los Angeles Cicatriceville. Ça va probablement, c'est plus probablement des cicatrices émotionnelles, mais voilà. Il se connecte au réseau Highlander. Dans le reste de la sphère, le réseau plus monumental est le Palais Rakan de Fantir. C'est un métro de transport de marchandises à propriété digne des Gilsians les plus discrètes et paranoïaques. Les grandes planètes ont un réseau ferroviaire, principalement pour les marchandises. Ça, on l'a déjà dit. On s'en... Hop. Seuls les Cyani
Alors, seuls les cyanides ne sont peu intéressés au rail, à part tout pour taper sur les casse-pieds. Et ça, c'est une putain de référence de Tigre Volant pré 1.0, puisque il y avait un personnage avant même que Tigre Volant 1.0 ne soit publié, donc dans les fin des années 80, j'avais un de mes joueurs, le regretté Martin Jennings, qui jouait un Cyan, qui avait comme arme un rail de tram, un authentique rail de tram qu'il avait récupéré on ne sait où et dont il se servait pour taper sur des gens. Alors, bouffe. Et ça, je vais la garder parce que ça m'amuse. Et puis ça fait un petit peu hommage à l'ami Martin, où que tu sois. Alors, ok, une constante sur la plupart des planètes terraformées de la sphère, c'est la présence d'une hydrosphère conséquente occupant en moyenne de 50 et 80% de la surface planétaire. Ouais, un transport fluvial maritime est de fait souvent une composante majeure de l'économie planétaire. On va peut-être pas mettre planétaire 27 fois, hein. Simplifié, il y a aussi des bateaux. On peut utiliser des véhicules à effet de sol si le temps le permet, mais en général, le bateau. Alors, c'est porte-rareté qui implique pas mal d'importations sur Terre, surtout alimentaires. Alors, même pas forcément, techniquement, sur Terre, ils auraient pas besoin parce que ils sont à peu près, les terriens sont à peu près autonomes, mais généralement, c'est de la nourriture reconstituée. Donc, ça va être des algues ou des champignons ou un truc qui forme une pâte, qui est reconditionnée en quelque chose qui ressemble à un steak, et on rajoute du goût de steak dedans. Et les importations alimentaires, c'est plus des trucs qui vont être des apports un peu de luxe. À part dans certains coins qui ont encore des industries bovines ou ovines locales. Encore en état post de guerre atomique, je pense à saut pas tout. Oui, alors je suis pas du tout sûr de ça parce que c'est 2 siècles, ça c'est le rat burger, oui, le rat burger sur un bâton, c'est oui, mais alors ça si tu veux, ça sera presque un truc que tu vas retrouver à Copacabana d'un point de vue un peu blague, hein. C'est pas un rat, vous inquiétez pas, c'est un cochon d'Inde. Pom. Pas mal de coins vastes sont arides et impossibles à cultiver. Oui. Alors il y a certains coins qui effectivement ont pas mal morflé. Alors typiquement les États-Unis, hein, toute la ceinture, la terre autosuffisante, c'est pas cohérent. Alors, je pense que si, mais c'est de la bouffe artificielle, donc pas forcément très bonne. Ça sustente, mais voilà. Et puis, il faut quand même pas oublier que la Troisième Guerre mondiale, elle a surtout tapé sur le Nord, hein. Donc, la partie du Sud, si t'as peut-être eu des changements climatiques qui ont été peut-être plus bénéficiaires au Sud, mais moi, je pense que c'est pas vraiment pouvoir manger, c'est pas un problème. Pouvoir manger les trucs bons, ça c'est une autre question. Mais effectivement, typiquement, une planète comme Europa va exporter énormément de produits agricoles vers la Terre parce que c'est des produits entre guillemets frais. Enfin, c'est des trucs naturels, c'est pas des trucs reconstitués. Et ça va se vendre beaucoup plus cher une fois sur Terre. Alors, tout. Bon, là, vous allez vous dire que je suis marrant parce que là, j'ai une manie de faire des phrases. La plupart des planètes terraformées, la sphère, peut-être pas obligé, possède une hydrosphère conséquente.
tient compte de en moyenne. Hop. Et de fait, une composante majeure de l'économie et des bateaux. Oui, c'est pour ça que je dis j'ai dû être marin dans une vie antérieure, en fait. Alors, tout, le bête bateau est une solution beaucoup moins coûteuse et plus fiable. Beaucoup de navires, même des cargos massifs, fonctionnent sinon à la voile, du moins avec une variante de l'énergie éolienne. Ok. Je pense que je vais dégager ça, en fait. Tout. Non, on notera pour finir que dans la plupart des cultures de la sphère, une grande partie du jargon spatio-nautique vient en droit de ligne de la navigation fluviale et maritime. Ça, je me demandais jusqu'à quel point c'était quelque chose que j'allais pas changer justement pour les peuples stellaires, mais je sais pas trop par quoi le remplacer. Donc, je pose ça là pour le moment, je vais le mettre en C plus compliqué que ça. Et puis, je le changerai peut-être par la suite, parce que c'était une interrogation personnelle, hein, donc là encore, c'est alors pour ceux par exemple qui ont lu la série des Honor Harrington, ou en tout cas une partie d'entre elles, c'est fondamentalement c'est du Horatio Hornblower. Alors pour ceux qui ont vu le film Master and Commander, c'est ça mais dans l'espace. Et du coup, ils reprennent énormément de toute la terminologie des maritimes, mais c'est quelque chose qui prédate bien évidemment dans Harrington. On a quasiment ça tout le temps. Idem Star Trek, quasiment tous les vaisseaux qui ont un nom USS, alors qu'en fait généralement le SS dans cette abréviation, ça veut dire steamship. Ça veut dire vapeur, quoi. Ça a aucun sens pour un vaisseau spatial en théorie. Donc voilà, il me semble en tout cas que ça veut dire ça. Pour le SS, je suis sûr. Pour le USS, je suis pas certain, mais il me semble que c'est le cas aussi. C'est le U étant pour United States du coup. Et là encore, hein, c'est pas très logique d'avoir en même temps c'est United Federation of Planets, donc ça peut être aussi le U peut peut-être venir de là. Mais voilà, ça c'est un truc. Ah oui, à l'heure actuelle, pour les vaisseaux, par exemple, un porte-avions comme le Nimitz ou l'Enterprise, RSS c'est Starship, d'accord. U pour United, ok, d'accord, c'est possible, mais enfin c'est complètement pompé de la nomenclature des navires sur Terre, notamment des navires militaires, pas que je crois, mais. Et je suis pas sûr sur le United States Ship, parce que j'ai lu récemment un truc qui disait que effectivement les noms des navires en SS quelque chose, ça venait de steamship. Et des habitudes, on la peau dure, oui, mais complètement, c'est des traditions. Il y avait une citation pendant l'évacuation de Singapour pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc en 42. Il y avait quelqu'un qui disait machin, fallait faire un truc avec les navires en premier et puis autre chose en deuxième. Et puis il y avait un officier de la marine britannique qui avait répondu il faut à l'amirauté 5 ans pour construire un navire, et par contre pour changer une tradition c'est plutôt 5 siècles. Après, c'est clair que
quand t'as une troisième guerre, enfin quand t'as deux guerres mondiales qui t'ont aplati un petit peu tout ça, les habitudes elles ont potentiellement tendance à changer. Mais c'est à voir. J'y tiens pas plus que ça. Ça peut être amusant de dire qu'effectivement c'est un point commun dans toutes les cultures de la sphère d'utiliser des nomenclatures maritimes. Après, je pourrais trouver ça rigolo. Si je trouve une autre idée, je le changerai probablement. On n'en est pas encore là. Ok, l'environnement favori de Tigron, son créateur et la ville, préférence pas la soupe. En fait, non, là, le machin. Ouais. Je sais pas. En vrai, c'est pas vrai. Tout ce paragraphe-là, il a plus de sens, quoi. Alors, tout. Faut que je le refasse, mais là comme ça, j'ai pas vraiment d'idée qui me saute. Mais ce paragraphe là, c'est ça tient pas debout. Ouais. Alors, boum, la Terre est une planète très urbaine, donc qu'elle soit très polie, vous l'avez deviné, plutôt qu'il y a beaucoup de villes. Tout parce que plus de 60% dans Star Trek que ça United Starship ou United Spaceship. Ok. Surtout parce que plus de 60% de la population terrienne vit dans un environnement citadin. Après plusieurs épisodes va-et-vient multiples entre villes et campagnes au gré des guerres et des exodes, la situation se passe finalement en faveur des villes. Tout le cas en Amérique du Nord et en Europe, moins en Fédération des Hautes-Terres. Encore que je pense que ça à virer parce que typiquement, on pourrait dire c'est pas le cas de la Suisse, et en fait, quand on regarde, il y a quand même énormément en Suisse de gens qui vivent dans des petites villes, en fait, dans des machins qui font 10, 15, 20 000 habitants. Ou dans des trucs. Eh bien, on a Torb qui vient d'arriver. Bonsoir à toi. Bienvenue sur ce stream pas musical du tout. Au point de vue format, on définit des métropoles. Alors oui, ça c'est un truc. Ces définitions comme ça, je sais pas trop quoi en faire, quoi. Alors, parce que ça c'est des définitions qui sont terriennes, vraiment. Et puis je vois pas trop l'intérêt de la chose. Honnêtement, les métropoles, les mégapoles, conurbation, tout ça. Alors les archéologies, ça peut avoir un truc, ça peut être intéressant. Je suis même pas sûr en fait que ça plaît. Hop. Terrier de bonheur et pas la rue se déroule sur plusieurs niveaux. Si la rue est en le même des véhicules, quoi. Il n'est pas rare que la plupart des arcades marchandes sans se situent en sous-sol sur 2 ou 3 niveaux. On peut y trouver des parcs publics souterrains, un éclairage progressif dans le jeu, une histoire de pas avoir un choc quand on en sort. Ça peut dégager. De façon générale, les Cernor, encore sous le reste de l'univers nucléaire, est assez peu tenté par les activités extérieures, et l'urbanisme reflète aussi assez cet état de choses, rues et places couvertes, archéologie, etc. Voilà, au niveau de la rue, ça, honnêtement, je sais même pas vu le titre de chapitre. Tu parlais de quoi, là? T'es gardé pour le chapitre concernant la Terre. Oui, bah oui, j'avais pas vu non plus, mais en fait, tu vois, bah, c'est des trucs. Pour ce qui est des nouvelles, le Barrosman est bel et bien mort. Ça, en fait, je suis pas certain que ce soit une mauvaise nouvelle en y repensant. Hop.
La majorité des grandes villes a été préservée ou reconstituée souvent à grands frais, parfois pour des résultats discutables. Paris est un exemple typique d'une restauration ratée, entrée en collision frontale avec des idées modernistes mal contrôlées. D'un autre côté, on trouve quelques villes nouvelles comme Neustadt, Vesuvio, Troia, qui ont profité que leurs prédécesseurs et très fortes d'exister fort brutalement. Leurs prédécesseurs existaient fort brutalement pour essayer quelque chose de différent. Oui, bon, ça peut rester. Je suis pas très convaincu du truc. Et on verra. Du côté des Eldar, il n'y a pour ainsi dire pas de ville, mais des centres administratifs. On peut difficilement qualifier de ville des parcs avec des immeubles dessus. Planète aérienne en général, 2 cités importantes sur l'équateur et les 2 côtés de la planète, autour desquelles on trouve un campus universitaire. Terminal planétaire où se posent les navettes orbitales, on l'a dit tout à l'heure, donc on s'en fout, hop. Et quelques facilités administratives. Alors, même pas. Alors, hop. Le reste est constitué d'une communauté de petite taille éparpillée sur la surface de la planète. Les Eldar et les villes, oui, voilà. Alors il y en a. En République italienne, seuls Columbus et les cités franches d'Eridia peuvent réellement prétendre au statut de ville, Torre Nedalian à la rigueur. Donc Torre Nedalian, c'est la capitale, celle qui se trouve sur Doredal. Les Atlanides donnent plus dans le tentaculaire parce qu'ils préfèrent l'horizontalité aux bâtiments de plus de 10 étages. Leurs cités sont souvent très anciennes, regroupées autour d'un ancien palais, certains bâtiments ont plus de 10 000 ans. Ouais, ok. Sur une variation des domaines familiaux traditionnels, bâtis partiellement en sous-sol de la rue, on ne voit que 2 ou 3 étages, mais le bâtiment s'enfonce de 5 ou 6 niveaux sous le sol. De 5 ou 6 niveaux, sous le sol on l'a là, hop. Autour d'une cour intérieure, on trouve cette architecture dans la plupart des mondes de la frontière, ainsi que sur cette planète des GMS. Les Sienais ont des concepts de ville très bizarres, aucun des bâtiments n'est immédiatement en relève pour ce qu'il est, difficile donc de déterminer, voilà. Alors, j'ai piqué à mes joueurs que, vu les habitudes en termes de surface nécessaire à chaque famille Eldarine, la session d'appartement n'a pas réellement de sens, pas plus que celle de centre urbain. Non, effectivement. Puis même la notion de famille Eldarine, c'est un peu compliqué, en fait. Il y a des histoires de clans, alors il y a les familles étendues, enfin c'est vraiment totalement imbriqué, il n'y a pas vraiment de famille nucléaire, papa, maman, la bonne et moi, quoi, c'est quand même assez disparate dans un campus, oui, effectivement. Campus universitaire, c'est un petit peu un double emploi, là. Alors, les Sieniens, oui, c'est en fait la même chose, oui. Surtout une bonne Sienia, pas accès vraiment. Oui, Marivaux, Sonatre. Voilà. Hop. Force est de constater que sur Terre, les espaces extra-urbains ne sont pas très accueillants. Un climat assez peu enthousiasmant, soit pour la végétation et l'agriculture. Beaucoup des combats de ces dernières années ont lieu dans des grandes plaines à blé. On en parlait justement. Les campagnes européennes, russes, chinoises et nord-américaines sont plutôt désertées, elles abritent parfois des populations repliées sur elles-mêmes, agressives et souvent criminelles. Le mythe des communautés de bandits nord-américains et des armées pires d'Est européennes n'est pas une exagération. Ben voilà, on en parlait justement. En fait,
peut le mettre en C++. C'est plus compliqué que ça. Boum. Hop, retrait, bim. Voilà. Alors. Que sont les paysans d'antan devenus? Ils sont sur les colonies, la place n'y manque pas, la terre et les eaux ne sont pas encore polluées. Ce sont des mondes de petites communautés rurales autour d'une poignée de plus grands centres d'échange. Pouf pouf. Hop. Alors... Ouah, ok. Je m'étais beaucoup amusé une fois, on avait fait un bout de ma campagne, donc avec le Tigre volant canal historique qui se passait sur Europa, donc là une des planètes colonies européennes, et ils étaient en Nouvelle-Bourgogne et fondamentalement tous les patelins avaient un nom façon Groland, quoi. C'était assez rigolo. J'avais vraiment inventé des trucs, l'espèce de le pire qu'on puisse imaginer du bled français, du bled suisse au niveau des noms improbables, hein, genre alors c'était pas ça, mais le Vitzil-Godet, enfin des choses comme ça, c'était assez. Alors faudrait que je retrouve le truc, je sais plus si je l'ai encore quelque part. Alors je vais très vite regarder si j'arrive à retrouver le scénario en question. Qu'est-ce que c'est là? Vallée maudite, non, ça c'est encore autre chose. Campagne. Back to Earth. Est-ce que j'arrive à... Fantasia chez les Europloucs, voilà, ça c'est le nom du scénario. Alors oui, donc la Cooperativa Guild de Crétagny-les-Vouelles, déjà, ça commençait fort. Qu'est-ce qu'on avait encore? Luctol, bon ça va, mais j'avais... Alors, c'est dommage parce que j'avais pas tant de nom à la con que ça. Et je pense que j'avais fait une carte en fait, mais j'arrive pas à la retrouver comme ça. Mais Crétagny-les-Vouelles déjà, c'était pas mal. Ouais, Saint-Trifon-les-Bains, typiquement, voilà. Alors, planètes atlano-irlandaises sont un peu différentes en ce sens qu'elles sont souvent conçues pour tourner en autarcie, rares exceptions sont frontières et quelques mondes de la frontière. On y trouve donc une agriculture de subsistance bien développée, des industries et des centres d'élevage en proportion. Alors, on va faire ça comme ça, parce que là, des centres d'échange. Tchoup. Pop. La réalité regorge déjà des exemples. Bref, tu regardes le générique de Groland, hein, puis t'as tout ce qu'il faut. Hein. Fourqueux ou Meurs Saint-Ézèbe, oui, c'est pas mal. Alors un qu'avait adoré Mathias, c'était Arnaque la Poste, ce qui est quand même assez Eusèbe, hein, oui, j'imagine. Mais honnêtement, Saint-Trifon village, ça existe. Hein, c'est effectivement pas très loin d'ici. Il y a un bled qui s'appelle Saint-Trifon village. On a Peseux, hein, on a Saint-Gingolf aussi, qui est assez marrant.
Ouais, on a au bord du lac Léman, il y a des saints qui n'existent pas. Il y a Saint-Gingolph, Saint-Sulpice et Saint-Pré. Et la Tour de Paix aussi. N'oublions pas la Tour de Paix. Ça s'écrit P-E-I-L-Z, hein, mais ça se prononce paix. Et il y a des panneaux qui indiquent qu'absolument personne ne sait d'où vient l'étymologie de ce truc. Hop. Alors ça, on a déjà dit le réseau de petites communautés, bam bam. Si la Nouvelle-Aire n'étant plutôt midi, à pas vraiment de paysannerie, un travailleur agricole peut très bien devenir ingénieur nucléaire, administrateur de station spatiale et ubéniste au cours d'une décennie. Voilà. Alors, touk. Diolfi, oui, c'est même un nom de famille assez, enfin pas assez connu, mais Alors, civilisation stellaire pose un certain nombre de problèmes, notamment celui des traits communication. De mon cul, tu veux dire? Oui. Ah non, de Diolfi, oui. Ok. Parce que mon cul est devenu célèbre à cause de beaucoup de choses, mais maintenant c'est connu aussi parce qu'il y a un festival de métal. Et d'ailleurs, qui c'est qui a joué au festival de métal de mon cul? Nanowar of Steel, bien évidemment. Ça ne pouvait pas rater ça, j'imagine. Trouville est une ville normande. Oui, alors il y avait même, on avait pensé à toi à un moment donné quand on était passé à côté d'une ville qui s'appelait Oinville. Et il y avait, oui, on avait vu aussi une qui s'appelait Anglesqueville-la-Bralon. C'est quand même, il y a du niveau. On allait dire Ronibar, oui, aussi. Lol. Alors, une civilisation interstellaire, quelle heure il est là? Ouais, 22h30 quand même, hein. Ça fait quand même 1h30 qu'on papote là. Ça fait 1h30 aussi que je tape des trucs. J'ai pas flingué beaucoup de textes, hein, j'ai l'impression. Je sais plus combien j'étais au départ, faut que je vérifie, mais je crois que j'étais à un peu plus de 25 000 mots. Et puis là, on est à 24 000, donc j'ai pas viré grand chose. Bon, en même temps, c'est un chapitre. Là, je pense que c'est un chapitre, c'est pas très important s'il est long. Alors, pouf, le 305. Ouais, c'est ça, 25 000 mots là, au départ. Là, maintenant, on est à 24 000, donc ouais, on a viré 1000 mots. Tant d'amour dans le chat, c'est beau. Tamerville, oui, c'est pas mal aussi, oui, c'est... Alors, je pense qu'on va terminer sur le chapitre téléphone maison. Top. Qu'est-ce que t'as fait? Alicia, tu as fait quoi? Le fion. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Je vois ce que... Maintenant, je comprends. Oui. La colle, le fion. Alors, je crois que je trouve le truc le plus drôle que j'avais vu, c'était en Belgique. À côté de Mons, il y a une rivière qui s'appelle la Trouille et qui a comme affluent la Haine. Et c'est tellement bien vu, c'est tellement bien vu. Et il y en avait encore une autre, faut que je retrouve ça, c'était à pleurer de rire. Mons, non pas Monsieur le Chien, non. Mais tiens, d'ailleurs, il s'est fait shooter son site. Tiens, lol. Alors, Mons en Belgique, tac. Donc, quand on zoome un petit peu. Voilà. Donc, il y a... Alors, très exactement, il y a une rivière qui s'appelle la Haine, H-A-I-N-E, avec la Trouille qui se jette dedans. Et puis, on avait encore une autre quelque part, j'arrive pas à la retrouver. Mais fondamentalement, il y avait trois trucs comme ça qui s'enchaînaient. C'était juste mystifiant.
Après, le problème, c'est que Mons, il y a tellement de cours d'eau dans tous les sens, c'est absolument impossible de savoir qui est quoi. J'ai dit canaux, c'est un merdier. Bref, vous voyez la blague. Vous le trouverez à un moment donné. Ah, ouais, commune de... Oui, j'avais vu le panneau. Il y a quelqu'un avait pris une photo du panneau et j'étais peut-être sur No Context French. Si ça se trouve, ça devait être un truc comme ça. Il y a les enfers au Jura, ouais. Dans les Marentes. Alors, pouf, on en revient là. Là, je suis en train de me prendre les pieds dans le tapis. Tu vas d'abord sur OBS, ensuite tu reviens sur Word. Voilà, bon. Simulation interstellaire pose un certain nombre de problèmes, notamment celui des communications. Les vaisseaux ne sont pas rapides. Comment prévenir son métier? Condom sur base. Oui, ça peut être pas mal. Comment prévenir sa moitié inquiète restée sur forme de Caramerali, ça a pris 2 jours de retard sans pour autant que le message arrive en même temps que la dite navette. Les émetteurs tachyoniques qui envoient un message vers l'hyperespace, un message avec un gros paquet d'électrons peut se permettre moins de précautions que pour les marchandises à 2 pattes, donc ça va plus vite. En pas du temps réel, il y a suivant les endroits et les conditions jusqu'à un quart d'heure de... alors en fait... je m'étais fixé une règle sur le décalage où c'était 1 minute par année-lumière. Un décalage d'environ. Bonjour le ping de merde. Alors. Ce n'est pas non plus. Ce n'est pas non plus une. Ce n'est pas non plus une technologie simple et bon marché. Alors, faut genre arrêter un fusion paramètre. C'est sur la Baïse. Ah oui, c'est pas la même chose, attention. Pop. Touc. Un ou deux sur la planète et en orbite et la norme. La minute est très chère, blablabla, job, ça encore, c'est quelque chose qui pourra aller ailleurs. Il y a des choses à cacher, ils sont plus là. Le cryptage, c'est pas le cryptage, c'est le chiffrage. C'est pour le transport de marchandises, il n'y a pas de miracle, hein, hop. Sur urgence, on peut appeler les services urgents. Ouais. Voilà. Tac, vous avez un virus. Alors ça, je soupçonne que c'est une ref que beaucoup de gens n'ont plus, parce que si le réacteur à fusion froide serait d'une taille assez ridicule comme une pile, quand un réacteur à fusion avec de l'antigramme, et puis
Ouais, alors si tu veux, je pense qu'effectivement tu peux miniaturiser un truc, ça va coûter très cher. Donc si tu as de la place, tu prends le grand modèle, hein, de toute façon sachant que tu vas pouvoir utiliser ton électricité ailleurs, puis tu te fais pas chier. Alors, je traîne sur la carte, je veux dire que Condom est à une dizaine de kilomètres de Montréal. Ok, quasiment c'est la banlieue, à ce stade. Vu la taille de Montréal, déjà 10 kilomètres, franchement 10 kilomètres de Genève, t'es déjà dans la banlieue, quoi. Enfin, sauf si tu veux ta voiture qui broume à l'infusion parce que t'es un taré d'américain. Si t'es un taré d'américain, t'as un moteur à combustion interne qui fonctionne avec du pétrole. Pas un truc de tapette, hein, d'abord. Ah, Montréal dans le Gers. Ah, oui, non, c'est pas la même chose. Alors, sur les trucs paumés où les plus aussi tous les planètes sont couvertes par un réseau, si on met le REPLA ou PINET en anglais. Alors, ça se voit que ce truc a été écrit dans les années 2000, c'est tragique. La plupart des appareils électriques ont une fonction de communication, parce que si on aura envie. Ici, on n'en a pas. Ça, franchement, ça, sérieux. Ah, le chapitre qui sort les années 2000. Ouh. Alors l'histoire des appareils électriques qui ont des fonctions de communication, ça me rappelle une nouvelle qui a été écrite par Cory Doctorow qui s'appelle Unauthorized Bread. Et déjà rien que le titre est génial. Et en fait, ça imagine dans un futur proche que des personnes défavorisées, notamment des réfugiés, l'État leur donne leur accorde un logement, comme évidemment aux États-Unis tout est géré par le privé, et en fait ces logements qui sont des grandes tours d'habitation sont tout équipés, mais elles sont toutes équipées par des systèmes connectés qui sont généralement attribués aux contractants moins chers, ce qui fait que généralement ça plante assez souvent. Et en fait, l'histoire commence avec le personnage principal qui veut se faire une tranche de pain grillé et son toaster ne répond pas parce que la boîte qui fabrique le toaster a fait faillite. Du coup, les serveurs ont été débranchés et comme les serveurs sont débranchés, le grille-pain fonctionne plus. Et évidemment, c'est le genre de truc qui ne fonctionne qu'avec un certain type de pain. Le lave-vaisselle ne fonctionne qu'avec un certain type de vaisselle, etc., etc. Et tout est à l'avenant. Tous ces systèmes sont connectés, ils sont ultra propriétaires et tu dépends sur des trucs pour lesquels, en soi, le truc électronique ne coûte rien, mais tu es obligé de payer ce qui va avec, une fortune. C'est un petit peu comme pour les imprimantes, en fait. On n'en est pas loin, vraiment pas loin. Alors non pas à ce point-là. Disons que ça poussait quand même un petit peu plus loin le truc, mais c'était vraiment intéressant parce qu'en plus derrière, il avance. Je veux dire, Cory Doctorow quand même un chouïa militant. C'est un des membres fondateurs de l'EFF quand même, l'Electronic Frontier Foundation. Et en fait, le personnage principal apprend à déplomber ses appareils électroniques, sauf qu'elle se rend compte à un moment donné, elle apprend à tout l'immeuble, toute la communauté des réfugiés, une espèce de machin multiculturel avec 40 nationalités différentes, elle leur apprend à déplomber leurs trucs pour qu'ils n'ont pas besoin d'acheter les trucs à premium. Ouais, non, quand même, il est pas ultra, mais quand même pas mal. Et en fait, à un moment donné, elle s'aperçoit que faire ça, c'est criminel. Le fameux Digital Millennium Copyright Act fait que déplomber, donc casser les limites logicielles d'un appareil, c'est un acte criminel, ça peut te valoir de la tôle. Et le souci aussi, c'est que sans aller jusque-là, c'est une infraction alors au contrat qu'ils ont signé pour avoir leur appartement, et grosso modo, la régie peut prendre ça comme excuse pour les virer. Mais la nouvelle est vraiment, en fait, tout le recueil de nouvelles, c'est quelqu'un dont j'aime
j'aime beaucoup Cory Doctorow. Je suis pas toujours fan de ses romans. Je trouve que des fois il se perd un peu, mais ses nouvelles sont généralement super percutantes. Alors, l'informatique est donc une affaire de connexion, toute une puissance de calcul dont il n'a plus beaucoup d'importance. Il se passait donc sur l'interconnexion avec la réseau autour, plus elle est puissante. Oui, enfin bon. Ouais, ça, je pense pas que ce soit réellement nécessaire. Le code logiciel à la Chine, c'est une expression ici pour nom ego, tient bien souvent de l'intelligence ici limitée. Assembler un ego et l'installation d'un adore, c'est facile. Préparer, calibrer, ajuster un ego selon les désirs et les habitudes de l'utilisateur final l'est nettement moins. C'est même un mi-chemin entre l'informatique, l'ergonomie, la décoration d'intérieur et la psychosociologie. Bon. Okay, ça tient la route. Machines sont conçues pour être utilisées par une seule personne qui n'est pas censée plonger les doigts dans le cambouis virtuel. De fait, il est très difficile de faire fonctionner efficacement la machine de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi les environnements corporatifs et les terminaux publics utilisent le plus souvent des égos standards qui forcément sont moins performants. Ok, ça c'est pas complètement... Toutes les personnes originaires de monde civilisé ont des grandes chances de posséder un ordinateur plus conséquent. Ou alors ça, posséder un téléphone. Lisa a raison, il y a des points communs avec singularité dans l'informatique. Oui, ça je m'en doute bien qu'il doit y avoir militance. Je sais pas quand est-ce qu'elle a dit ça. Elle a probablement dû le dire à toi, pas dans le chat, hein, donc voilà. Personnages venus en longtemps, probablement des machines similaires selon leur fonction, mais l'apparence différente, un là pourrait posséder une sorte de livre, alors non, c'est plus. Voilà, bon, réseau planétaire global, pas possible, j'essaie de... Oh là là, les trucs qui datent. Oh, purée, ça... Je prends pas forcément des coups de vieux sur ça, sur beaucoup de choses, mais là je dois dire que ouch, ça vieillit comme une brique de lait ouverte, hein, ça c'est impressionnant. Alors l'informatique est littéralement le fief d'une civilisation. Je vois pas trop ce que tu veux dire, on n'est pas trop à la même base conceptuelle. Ok. Bon. Ça, très honnêtement, je pense que toute cette section ne sert à rien. Mais à rien de chez rien, en fait. Les IA, ok. Ah oui, non, effectivement, ouais, non, là, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, si tu pars du principe que si tu fais correspondre informatique et IA, qui sont des IA super puissantes, qui gèrent carrément toute une nation, oui, effectivement, là, ça, à ce niveau, il y a pas du tout ce niveau d'interconnexion, quoi.
Alors, et sans doute autant vers la fin qu'il y a de culture et même plus dans la maison terrienne classique, intéressant de tous les téléphones. Alors. Ouf. Alors, paradigme de la machine, c'est vrai, à un certain niveau, que la grande majorité des machines qui font. Par exemple, local. Allez, on parlait des noms de villages bizarres, pas les yeux. Voilà. Fou là là. Oh encore, c'est la notion de cabine téléphonique, montre ton âge là. C'est là sur le principe opposé. L'ensemble de machines spécifiques communiquent entre elles généralement aux fonctions directement qu'avions la boîte. Pour pirater ça, il faut être assis sur la boîte en question avec un tournevis. Pirate terrien trouve des planètes elles déprimantes. Selon les standards terriens, assume tes vieux. Oui, ouais, mais carrément, j'assume. En fait, le problème, c'est pas tant que je sois vieux, le problème, c'est que je retravaille sur un texte qui maintenant a 20 ans, et qui, par certains côtés, pour en avoir 60, il pourrait être aussi vieux que moi, t'as les mêmes chocs cognitifs, quoi. Je veux dire, je pense que maintenant, il y a des gens, alors j'avais eu déjà un choc une fois où je m'étais retrouvé à une table de jeu de rôle à jouer avec 3 gamins qui, à eux 3, avaient le même âge que moi. Et là, je pense qu'effectivement, si je me retrouve à la table avec des gens qui ont 15-16 ans et je leur parle de cabine téléphonique, ils vont me regarder bizarrement. Carrément casser futur immédiat pour écrire singularité. Ouais. Là, c'est dans la tête et les articulations. Oui, aussi dans 2-3 autres endroits où soudainement il y a ton médecin qui dit te propose votre cholestérol. J'ai un bon cholestérol. Oh, Surtout les articulations. Alors pourquoi est-ce que articulation, alors oui, la raison pour laquelle je tiquais, c'est qu'Alizéa, il y a un certain nombre de tes termes qui sont bloqués par le comment ça s'appelle, par le filtre anti-spam à première vue de Twitch et que je dois approuver plus ou moins les uns après les autres. Donc alors boum. Je comprends pas pourquoi. Bah parce que Twitch, en fait. Très simplement. Il y a des trucs d'auto... comment ça s'appelle ? D'auto-modération. Et je pense que dans articulation, il y a Q. Et je pense que c'est à cause de ça qui il y aurait bien le système mental. Tiens, vieux, quand t'étais né, oui, effectivement, ouais, il y a ça. Remarque, le mien est pas trop mal non plus, hein, du genre les bronches qui se disent oh, Apple N, pouf, PLS. Articulation. Bah non, ça marche parce que je l'ai approuvé une fois, donc je pense que ça va pas. Mais je soupçonne que ça va être un truc comme ça. Alors, en théorie, le système tourbillon des gens à se parler entre elles, les eaux spatiaux ne se rendent pas dedans, on peut constituer des archives royales des cartes depuis un interfabriqué à Seattle, Dublin ou Calcutta. Dans la pratique, il y a toujours une quantité indécente de formats abscons en vigueur dans tel ou tel bled reculé dans la sphère, au sein d'un clan traditionnaliste, sans même parler des guerres commerciales ou de corporations pour l'implantation standard de manière à exclure la concurrence. Oui, bon, voilà. Ok. Matriculation. Donc vous saisissez bien qu'il rajeunit un truc de vieux, là. Bah oui, je veux dire. C'est quelle partie de j'ai commencé à écrire ce truc il y a 40 ans que vous ne comprenez pas? 45 ans, en fait. Ouais, peut-être un peu moins, mais... Non, en fait, non. Bah, ça passe tout seul depuis ici. Oui, mais en fait, toi, tu baignes aussi dedans depuis un moment, hein, Nadesque. Faut quand même rajouter ça aussi, hein. Alors, oui, alors là encore, on va tomber sur des trucs. La télévision, je l'explique, les programmes télé, c'est juste, ça n'a plus aucun sens.
Bon, écoutez, je crois que je vais arrêter ici parce que je suis en train de me rendre compte que je suis en voie évacuation. Je crois que c'est moi je vais m'évacuer tout seul. Parce que là, j'arrive dans des sections où c'est juste, oui, voilà. Oui, comment te dire? Non, pas la peine. C'est pas la peine. Je prends sur moi. Je prends sur moi. C'est le truc où que je vais lire et que je vais me dire, en fait, c'est, tu baignes seulement dedans depuis 2007, 2006, 20 ans quand même, hein. Toi, t'en traves que dalle. Ouais, alors Torb, ça c'est vrai que toi tu dois débarquer là-dedans en plus avec quand même la bande de grands anciens qui tournent, hein. Prenant la chose au cours, c'est dur à accrocher les wagons, c'est vrai, mais oui, déjà effectivement tu restes. C'est vrai que si tu connais pas le jeu de base, ça va être vraiment difficile de comprendre de quoi on parle, d'autant qu'on s'échange qu'on comment ça va, attends. Qu'on s'échange des private jokes en plus. Alors j'essaie de les expliquer quand même, mais pas toujours. Denny over 9000, oui, bah oui. Mais encore Torb, hein, n'hésite pas à poser des questions s'il y a un truc qui te paraît vraiment un petit peu what the fuck ou tu veux en savoir plus. Je veux dire, le but du jeu, c'est pas tant que je réécrive ce truc, c'est aussi que je me motive, que je me remette dans le bain de l'univers, et pour ça, vraiment avoir une sorte de soutien, d'avoir des gens derrière qui me parlent du truc. C'est, oui, en plus, il y a plein de gens qui peuvent répondre même si je suis en train de faire autre chose. Donc, franchement, n'hésite pas. C'est cool que tu sois là. Alors je sais pas si je t'avais déjà partagé le lien vers le site du jeu, parce qu'en fait tu peux toute cette 3e édition, ce que je suis en train de réécrire, elle est disponible sous licence Creative Commons, donc tu peux la récupérer gratos sur le site. Si tu as envie, hein. Je veux dire, c'est après. Les journées sont longues, les semaines sont courtes. Oui, il y a de ça. Surtout, rajouterait Douglas Adams les dimanches après-midi. Bon, sur ce, on va en rester à ce chapitre. On est en direct. Et je pense que il va mourir. Ou alors c'est moi. Si tu veux le lien, bah écoute, je t'envoie ça tout de suite sur le chat. Non, alors avec le bon raccourci clavier, ça ira mieux. Boum, voilà. Donc en fait, tu vas avoir accès à toute la gamme Tigre Volant sous licence Creative Commons. Donc il y a le livre de base, il y a le supplément qui était dans l'écran. L'écran lui-même ne n'y est pas. Un supplément à assez grand format et une campagne. Plus de 3 autres trucs à côté qui n'ont pas forcément été écrits par moi. Boum. On y quoi précisément? On y fait quoi? Oui. Oh, tu as fait la margarine, ça glisse. Tu avais tellement oublié. Oui, moi aussi. C'est jusqu'à présent, je l'avais oublié. Et maintenant, je vais beaucoup moins bien dormir. Mais ouais, c'est vrai. Le problème de Tigre Volant, c'est que c'était un énorme foutoir façon bac à sable et vas-y, perds-toi là-dedans. Et c'est aussi la raison pour laquelle je réécris quasi complètement le jeu, même si ça va pas changer grand chose sur le fond, sur le contenu du truc, c'est juste la manière dont c'est présenté. Et du coup, d'avoir un livre de base qui va présenter succinctement l'univers, les mécaniques de jeu, et d'avoir un autre livret à côté qui va se focaliser sur une partie de l'univers et là d'écrire plus profondément et en disant voilà, dans cette partie de l'univers, vous allez jouer ça. Des pirates, des mercenaires, des marchands, des gens qui ont un vaisseau tout pourri et qui baladent de station en planète pour vendre du truc. Et un petit peu rien, t'as du texte, tu dis bah alors la bonne nouvelle c'est qu'on arrive à lire le texte dans le live stream, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Twitch est tombé ici. Ah ok, d'accord.
C'est intéressant. Oui, effectivement, je vois que Twitch est en train de faire Argle Pop. Oh, il va probablement revenir, hein, mais c'est marrant parce que la dernière fois c'était plutôt YouTube. Et si tu connais pas l'univers par cœur, tu es perdu. Oui. Vous êtes des trucs, vous faites des machins. Oui, carrément. Un retour de Twitch. Ouais, je pense que c'était. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, si tu regardes les données statistiques du stream, Twitch demande énormément. Il demande, je crois, 6000 kilobits seconde, alors que YouTube demande 2500. C'est assez fou. Enfin bon. Voilà. Bah, toujours est-il que je vais vous souhaiter la bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir été encore une fois avec moi ce soir pour cette réécriture. On va sans doute se retrouver la semaine prochaine, même heure, même tas de sable pour la suite du truc. Peut-être pas la suite immédiate parce que je pense que je vais repasser dessus, réécrire des trucs. Et là, toute cette partie sur la télévision, je vais y aller à la ponceuse à gros grains, hein, parce que voilà, c'est... En tout cas, merci beaucoup à vous. Passez une excellente soirée et donc à une prochaine. Et pour les fans de métal, je vous rappelle que donc demain, aussi même tas de sable, mais trucs différents, débriefing de l'épisode de Radio Air Dorine de la semaine passée, du début de cette semaine. Et donc à 21h, on se retrouve pour faire un débriefing de l'épisode, pour reparler un petit peu des anecdotes de différents trucs. Voilà. En tout cas, passez une très bonne soirée une fois encore, et puis à une prochaine.